On le sent bien, c'est le retour d'une forme de nervosité sur les marchés financiers, notamment sur les marchés actions. Bonjour Wilfried. Bonjour David. Wilfried Galland, directeur général adjoint chez Montpensier Arbevel. On a souvent entendu ces propos comme quoi beaucoup d'investisseurs trouvaient ça sain et approprié que les indices boursiers respirent un peu après avoir tant monté en ligne droite, battu des records, le rallye quasi ininterrompu. Est-ce qu'on y est ? Oui, je pense que cette respiration, c'est effectivement ce qu'on vit aujourd'hui. J'ai souvent coutume de dire que les marchés se trompent souvent mais ne mentent jamais. Aujourd'hui, leur vérité, c'est qu'on a beaucoup acheté de promesses sur l'intelligence artificielle et on est confiant, en tout cas du point de vue des investisseurs, sur le fait qu'on va avoir le retour sur investissement, même si ces investissements sont colossaux, de la part justement de ces géants de la technologie. La question qui se pose, c'est l'horizon de ce retour. Et donc, lorsqu'on a un brouillard statistique comme celui qu'on vient de vivre aux États-Unis pendant quand même plus d'un mois, qui nous empêche un peu de savoir exactement comment va l'économie, et donc qui repousse, en tout cas dans l'esprit des investisseurs, la possibilité d'une baisse de taux, parce que c'est vrai que quand on ne sait rien, peut-être que la solution la plus sage, c'est surtout ne pas trop bouger. Donc forcément, quand vous avez des actifs, si je veux être un peu pédant, à duration longue, c'est-à-dire qui doivent attendre longtemps avant de remplir leurs promesses, plus le prix du temps remonte, ou en tout cas moins il baisse, plus vous commencez à devenir nerveux. C'est exactement ce qui s'est passé depuis 10 jours. Quand on regarde, depuis une semaine, le Nasdaq a perdu à peu près 5%. Ouais. Sur ses plus hauts, il doit être en baisse à peu près de 7%. Donc, Nikkei 7% et le CAC 40 sous les 8000 points. On était à 8003 il y a quelques jours. Voilà, exactement. Et donc, c'est pas dramatique non plus. Après envolée, non, exactement. C'est pour ça, je souligne le fait qu'on n'a pas du tout aujourd'hui un choc. Ce qui rend tout le monde un petit peu nerveux, c'est que justement, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de correction puissante, il y a au-delà de 10%, entre 10 et 20%. À chaque fois qu'il y a une correction, c'était buy the dip. Voilà. Ça baisse, puis on en profite, opportunité, on achète. Exactement. Et on sait très bien que les grandes corrections de marché commencent toujours par des petites corrections de marché. Donc ce qui me rend paradoxalement un peu optimiste, c'est que ce serait le crack le plus annoncé de l'histoire. C'est-à-dire qu'en fait, quand tout le monde nous dit que tout est surévalué, qu'il y a des signaux très inquiétants dans tous les sens, en fait, c'est rarement comme ça que les grandes catastrophes arrivent, parce que justement, tout le monde s'est préparé à ça. Mais soyons prudents, parce que justement, le brouillard statistique va se dissiper aux États-Unis, et donc on va en savoir un peu plus. Ce serait bien qu'on ait effectivement un petit peu de crainte sur l'économie, sans être, c'est toujours le petit équilibre qu'on cherche sur les marchés, sans être véritablement dans des craintes de récession profonde. Si on se rend compte que l'économie américaine, par exemple, détruit beaucoup d'emplois, et donc que la consommation risque de souffrir. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, mais on n'en sait rien en fait, puisqu'en fait les statistiques de l'emploi, là on va avoir les statistiques de septembre, demain. Et celles d'octobre, visiblement, on ne les aura jamais. Voilà. Donc, et celles de novembre, on va les avoir en même temps que la réunion de la Fed, le 10 décembre. Bon. Donc, on comprend la Fed aussi qui dit j'attends de voir. Oui, c'est compréhensible. Ce qu'on voit quand même, c'est que on se rend compte, par exemple, que dans les entreprises qui sont très liées à la consommation directe des Américains, on parlait d'Home Depot, par exemple, ce géant du bricolage, de la distribution de matériel ou de meubles également aux États-Unis. Quand on regarde leurs résultats, ils nous disent les Américains, en particulier pour les grosses dépenses, font de plus en plus attention. Donc là, effectivement, il va falloir suivre ça, parce qu'il y a un chiffre qui est intéressant, c'est que quand on regarde la dette nette des Américains sur leur patrimoine, on est à 11,2%. Alors 11,2%, ça vous dit peut-être pas grand-chose. On est quasiment au plus bas historique. Le plus bas historique, c'était dans les années 70. On avait en dessous de 11%, on était à 10,5, 10,6, donc on n'est pas très loin. Le plus haut, c'est juste après le crack de 2008, c'est fin 2008, où on atteint 20%. Pourquoi ? Parce que la richesse des Américains au moment du crack a baissé beaucoup. Pourquoi est-ce qu'on a ce chiffre qui est finalement rassurant ? C'est parce que la richesse des Américains a énormément monté compte tenu des marchés financiers. Donc, quelle transmission en cas de retournement justement des actifs US ? Pour l'instant, en fait, on est dans le cercle vertueux, c'est-à-dire la croissance tient plutôt bien, les marchés montent et donc l'effet richesse se propage. Si on est dans un cercle vicieux de l'autre côté, là, il faudra faire attention. C'est pour ça que tout le monde est un petit peu nerveux quand on regarde les marchés, parce que l'enjeu, c'est pas uniquement la correction de marché. La correction, on en a tout le temps, c'est normal, c'est logique, et ça fait plutôt du bien, effectivement, de se dire que voilà, on ne monte pas uniquement en ligne droite, on va permettre de reposer un peu les choses, et peut-être que ceux qui ne vont vraiment pas gagner d'argent vont être délaissés enfin par les investisseurs.
Néanmoins, il ne faudrait pas qu'on ait cet effet richesse à l'envers sur les 10% d'Américains qui détiennent 87% des actions détenues par les particuliers américains. Ce sont les 10% des Américains, ceux qui gagnent le plus d'argent aujourd'hui, qui portent 50% de la consommation américaine. 50% de la consommation américaine. Les plus aisés d'ailleurs. Exactement, 50% de la consommation américaine, c'est les 10% d'Américains les plus aisés. Et c'est ceux-là qui bénéficient de l'effet richesse des marchés. Moi, j'étais aux États-Unis il n'y a pas très longtemps. Quand vous entendez les conversations, elles tournent énormément dans les restaurants, autour, justement, dans les bars. Elles tournent beaucoup autour des portefeuilles d'actions, du fait que quiconque a investi dans soit la boîte de son ami, soit directement dans les marchés financiers. On sent très bien que ce moteur-là, il est très important. J'étais à Los Angeles. Ah, d'accord, voilà, oui. Ouais. Voilà, sur la côte ouest. Voilà. Une chance sur deux. Une chance sur deux, voilà, exactement. Mais effectivement, on sent très bien que cette pression des marchés financiers, c'est une pression sur l'économie réelle. Ce n'est pas uniquement l'économie financière, c'est pour ça qu'il faut faire attention. C'est pour ça qu'on regarde évidemment les géants de la tech, c'est pour ça qu'on va regarder demain Nvidia. Exactement. Ce soir, Nvidia. Ce soir, Nvidia, après la clôture aux États-Unis. Est-ce que ça peut calmer tout le monde ou au contraire remettre une pièce dans la machine à angoisse? Les deux solutions sont évidemment possibles. Jensen Huang a déjà beaucoup parlé, hein. Donc je pense que le marché est bien guidé. Ça m'étonnerait qu'il y ait beaucoup de surprises. Qu'est-ce qu'il a dit récemment que je n'ai pas entendu? Dans les 3 dernières semaines, il a été très, très disert sur le fait que les puces Blackwell avaient une demande toujours aussi exceptionnelle, qu'il y avait toujours autant d'enthousiasme autour de cet écosystème. Il a multiplié les annonces. La question qui va se poser, c'est effectivement, est-ce qu'on va avoir des interrogations sur ces fameux data centers qui ne sont pas encore connectés au réseau? Est-ce que c'est juste un effet retard de quelques mois, auquel cas ce n'est pas très grave? Pas connectés parce qu'il n'y a pas suffisamment d'électricité. Et voilà. Tout simplement. C'est un sujet. Exactement. Le sujet majeur, c'est qu'en fait, on parle beaucoup d'écosystèmes autour de l'IA. On en a beaucoup parlé. Tout le monde a investi les uns chez les autres. Et ce qui est quand même aussi particulier. Hein. Ce qui commence effectivement à poser un certain nombre de questions. Mais pourquoi pas? Après, pour que tout ceci soit alimenté, il faut de l'alimentation électrique. Et effectivement, même dans des endroits comme le Texas, où il y a énormément de disponibilité énergétique, en particulier, c'est un paradoxe dans ce grand État républicain, mais par l'énergie solaire, hein, qui est très présente. Néanmoins, quand vous n'avez pas suffisamment de batterie, votre énergie solaire ne peut pas fonctionner, y compris la nuit. Et le data center, il ne tourne pas. Et le data center, il ne tourne pas. Donc, il va falloir effectivement vérifier que tout ceci se met en place, qu'on n'est pas en train, justement, d'avoir des effets trop retardés, auquel cas on dépendrait trop de la Réserve fédérale, et on sait que la Réserve fédérale, au moins jusqu'à la fin du mandat de Jérôme Powell... Certains disent que jusqu'en mars, il pourrait ne pas se passer grand-chose. Oui, c'est possible, parce que on sent très bien que du côté de la Réserve fédérale, on a 2 écoles. À l'intérieur même de la Réserve fédérale, il y a ceux qui disent qu'il faut absolument aller plus vite dans les baisses de taux. C'est souvent... et les pro-Trump. Voilà, souvent les pro-Trump, hein, Stephen Miller en tête. Et puis, encore la majorité qui nous dit on n'y voit pas grand-chose, et surtout, on n'a pas du tout envie de donner prise à tous ceux qui nous disent aujourd'hui, vous n'êtes plus indépendant. Or, la crédibilité de la Réserve fédérale, c'est son indépendance. Et ce que finalement les banquiers centraux laissent dans l'histoire, c'est est-ce qu'ils ont su résister aux politiques au-delà même de leur qualité personnelle. Le pauvre Arthur Burns, qui était président de la Réserve fédérale au moment de Nixon, qui était quelqu'un avec énormément de qualité, qui a fait si vous lisez les écrits d'Arthur Burns, je vous le déconseille, c'est pas super bien écrit, mais en fait, il a fait des analyses extrêmement intéressantes sur ce qu'était l'économie américaine, mais on retient le fait qu'il a cédé à Nixon en disant « Ok, c'est bon, tu veux que je baisse les taux, je baisse les taux ». Et après, l'inflation est repartie. Et il est resté dans l'histoire comme celui qui n'a pas rempli son mandat. Donc les banquiers centraux sont extrêmement soucieux de leur postérité. Et là-dessus, quand vous avez une postérité qui est, en tout cas, pas nécessairement très bienveillante à l'égard des banquiers centraux en général, vous avez tendance, quand vous avez fait plutôt le job, à ne pas revenir en arrière, surtout à la fin de votre mandat. Wilfried, est-ce qu'on vit une correction qui, possiblement, encore une fois, au-delà du fait qu'elle soit attendue par beaucoup d'investisseurs qui souhaitaient cette respiration, qui sera plus conséquente de l'ordre au moins de 5-10%. Est-ce qu'on vit quelque chose là? Je pense que 10%, ce serait pour moi tout à fait logique. On est aujourd'hui à 7, hein, entre 5 et 7, donc on a encore quelques pourcents jusqu'à la réunion de la Réserve fédérale. Il n'est pas impossible que la Réserve fédérale soit effectivement très prudente, mais laisse entendre que si jamais il y avait besoin, elle serait effectivement là, y compris d'ailleurs pour recommencer à monter les achats dans son bilan. Hein. On a le président de la Fed de New York qui s'est exprimé à ce sujet-là. La Fed de New York, c'est le bras armé de la Fed sur les marchés financiers. C'est eux qui achètent pour la Réserve fédérale, qui a dit
texto qu'un quantitative easing n'était pas exclu à l'avenir. Voilà. C'est passé un peu sous le radar. C'est passé sous le radar. Si jamais Jérôme Powell lui redonnait un petit peu de vitalité, on pourrait dire qu'effectivement, la fin d'année, on pourra enfin avoir, avec un peu de retard, notre rallye de toute fin d'année. On n'en est pas là. Mais d'ici là, quelques semaines, un peu de respiration, voire de correction. Je trouve que c'est sain pour tout le monde. Allez, merci beaucoup. Explication signée Wilfried Avec Galland, plaisir, directeur merci beaucoup. adjoint chez Montpensier Bevel. Merci. Merci David.